stupide de me demander ça, on va voir pourquoi dans un instant. Et Midas dit oui, oui, je veux le toucher d'or. Et il rentre chez lui avec le toucher d'or. Il est tout joyeux, il chantonne, il est l'homme le plus riche du monde. Et puis quand il rentre à la maison, il a un peu faim, il demande qu'on lui apporte une belle cuisse de poulet, il se saisit de la cuisse de poulet, mais elle se transforme en or, il s'y casse les dents. Après, il veut embraser sa fille, mais sa fille se transforme en statuette d'or. Il veut boire du vin, une espèce de poudre jaune lui coule dans la bouche, il s'aperçoit que c'est une catastrophe. Alors il court voir immédiatement Dionysos, il lui demande « Mais non, Dionysos, je ne voulais pas vraiment le toucher d'or, que puis-je faire, que puis-je faire ?» Et Dionysos lui dit « Bon, pour une fois je te pardonne, mais va te baigner dans le fleuve Pactole, va toucher le Pactole, te baigner à la source du Pactole et tu perdras ton toucher d'or. » Et d'ailleurs, depuis lors, on dit que le fleuve Pactole charrie des pépites d'or. Donc Midas a perdu son toucher d'or, il rentre chez lui tout penaud. Que signifie ce mythe? Quel est le message de sagesse qu'il y a dans ce mythe? On pourrait croire que c'est comme dans la tradition chrétienne, par exemple la parabole du jeune homme riche dans l'Évangile, eh bien qu'il s'agit de stigmatiser la concupiscence, le désir d'argent, la vénalité. Non, ça n'est pas de ça qu'il s'agit. C'est beaucoup plus profond, me semble-t-il, dans la mythologie grecque. En fait, avec le toucher d'or, Midas est devenu une espèce de monstre qui menace l'ordre cosmique parce que il transforme en permanence l'organique en inorganique. Quand il touche sa fille, c'est une statue. Quand il touche un petit oiseau qui est sur une branche, ça devient une petite statuette de pierre, une petite figurine d'or, plus exactement. Eh bien, on voit que Midas menace le cosmos. Et donc la sagesse qui est derrière, elle est la suivante. Si le but de la vie humaine pour les Grecs, c'est de se mettre en harmonie avec l'harmonie cosmique, eh bien il ne faut pas que cette harmonie cosmique soit détruite. Et Midas menace de destruction cette harmonie cosmique. Donc il y a là quelque chose de très profond qu'on va retrouver dans pratiquement tous les mythes grecs. Presque tous tournent autour de cette question de savoir si les monstres ne menacent pas, et Midas est devenu un monstre, l'harmonie cosmique. Lire un livre érotique ou regarder un film érotique. Alors qui est ce petit personnage d'Eros? Platon nous propose un mythe dans le Banquet, donc un de ses grands dialogues sur l'amour, un mythe qui est absolument magnifique, dans lequel il explique, ou plutôt c'est Diotime, un de ses personnages féminins, mais c'est lui qui parle à la place de Platon, et Diotime explique qui est Eros. Eros, il est le fils, dit Diotime, de Poros et de Pénia. Alors, qui sont ces personnages? Poros et Pénia, pardon. Eh bien, Poros, en fait, c'est l'astucieux. Par exemple, ça a donné en français le mot aporie. Aporie, ça veut dire une histoire ou un dialogue platonicien, par exemple, aporétique, c'est un dialogue qui n'a pas de solution. Poros, c'est celui qui trouve des solutions à tout. Il est hyper astucieux, il a toujours une solution de dernier les fagots. Et donc, Eros est fils de Poros, l'astucieux, et de Pénia. Pénia, c'est la misère, c'est la pauvreté. Elle est toujours dans le manque, elle a toujours besoin de quelque chose. Poros et Pénia se sont rencontrés à une fête, ils ont couché ensemble, ils ont accouché, Pénia a accouché d'Eros, et Eros c'est celui qui est à la fois astucieux et en manque en permanence. Il est astucieux parce que, disons les choses brutalement, c'est un dragueur. Il trouve des expédients, des astuces pour séduire les jeunes filles. Il est toujours en train de trouver un moyen de moyenner, comme on dit dans les familles. Mais en même temps, il est toujours comme Pénia, il est toujours en manque parce que Eros, c'est cette forme d'amour qui a besoin du manque autant que de la présence de l'être aimé. Si l'être aimé était toujours présent, eh bien, on ne serait pas dans le désir. C'est exactement la même chose pour la faim et la soif, qui d'ailleurs caractérise aussi Eros. Eros n'est pas seulement sexuel, si je puis dire, il est toutes les formes de libido, comme dira Freud. Eh bien, Eros, il a besoin du manque. Si nous n'avions pas soif, nous n'aurions aucun plaisir à boire. Si nous n'avions pas faim, nous n'aurions aucun plaisir à manger. Eh bien, c'est d'ailleurs ce qui faisait dire à Montaigne que le mariage est un tue-l'amour, d'une certaine manière, que le mariage risque toujours de tuer Eros, parce que l'être aimé est toujours là. Le garde-manger, si je puis dire, est toujours plein. Et c'est pourquoi, dans les mariages, dans les couples, on essaye d'organiser des petits manques, on essaye de se faire des petites surprises, ou quelquefois, après un voyage, on se retrouve avec bonheur, ou quelquefois après une dispute. Et vous vous souvenez de la phrase célèbre de Montaigne qui disait « Le mariage est une cage ainsi faite que les oiseaux qui sont dehors n'ont qu'une envie, y rentrer, mais ceux qui sont dedans n'ont qu'une envie, en sortir. » Justement parce que Eros est tué, en quelque sorte, par la présence. Voilà ce que Platon nous invite à penser, qui est extrêmement profond. Eros est à la
la fois astucieux et en même temps, il est dans la misère. Il est comme Don Juan. Il est comme Don Juan qui est dans l'addiction, qui est toujours en manque, qui a toujours besoin d'un nouvel objet à consommer, d'une nouvelle jeune fille. Pour continuer à écouter ce livre audio gratuitement, cliquez sur le lien dans la description et vous pourrez l'écouter en entier sans frais grâce à l'essai de 30 jours d'Audible.